Guten Tag, der Frankreich-Block empfängt heute noch einmal den Abgeordneten Pierre-Yves Le Borgnen. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes président du groupe d'amitié franco-allemande à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Wittmann. Je suis en effet le président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale, qui est l'un des plus grands groupes d'amitié de notre Parlement. Et donc, vous êtes aussi député de l'Assemblée nationale à Paris, n'est-ce pas? Je suis l'un des députés, l'un des 577 députés à l'Assemblée nationale, et je représente à l'Assemblée la circonscription des Français d'Europe centrale, parmi lesquels on trouve l'Allemagne. Comment cela se fait que vous représentez les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale? Ça se fait pour plusieurs raisons. La toute première est personnelle. Je suis un Français de l'étranger depuis environ les 2 tiers de ma vie. J'ai 52 ans aujourd'hui et j'ai commencé ma vie à l'étranger à travers les études. Et ça s'est poursuivi dans tout mon parcours professionnel. Quant à la représentation elle-même des Français à l'étranger à l'Assemblée nationale, elle est prévue par la Constitution de la République française depuis le dernier changement de la Constitution. 2008. 2008, tout à fait. Auparavant, c'était uniquement au Sénat, et depuis la révision constitutionnelle de 2008, c'est aussi à l'Assemblée nationale. Le 18 juin prochain, vous demandez la confiance de vos électeurs pour un deuxième mandat. Nous avons déjà fait une interview avant le premier tour. Maintenant, vous êtes entre les 2 tours. Je voudrais parler avec vous de vos atouts, c'est-à-dire votre connaissance parfaite de votre circonscription, la 7e circonscription, ensuite de votre bilan de député et ensuite de votre programme pour le prochain mandat. Dans votre circonscription, vous avez tissé un réseau très étroit avec vos électeurs, dont vous avez défendu leurs intérêts, et les commentaires sur votre compte Facebook encouragent votre engagement. Qu'est-ce que vous y a surtout occupé? Dans la longueur des 5 ans du mandat, ce qui m'a occupé, c'est la défense quotidienne des Français à l'étranger, à la fois pour leurs droits au regard des Français en France, donc un combat pour le principe d'égalité qui est consacré par la Constitution, mais également l'égalité des Français à l'étranger vis-à-vis, par exemple, nous sommes à Stuttgart, des Allemands de Stuttgart. Et donc ici, c'est le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité qui est la pierre angulaire du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc j'ai été un député défenseur des droits, toujours, sur des questions de cotisation sociale, de fiscalité, de reconnaissance des diplômes, de droit de la famille, de services publics. J'ai toujours été le poil à gratter, un peu parfois celui qui ennuyait le gouvernement, pour essayer d'arracher des solutions, et je suis parvenu à des victoires, permettant notamment à des gens de récupérer des cotisations sociales qu'ils avaient versées en violation du droit, qu'on avait obligé ces gens à payer. J'ai permis à ces gens de les récupérer. J'ai également défendu des personnes qui avaient des difficultés de faire reconnaître leur diplôme pour pouvoir trouver le premier emploi. Je pense notamment à beaucoup de jeunes. Je me suis attaché à ce que les retraites voyagent, passent d'une frontière à une autre, et que le choix de vivre dans un autre pays ne s'accompagne pas d'un moins en termes de rémunération ou de pension quand il s'agit de personnes déjà âgées. C'est vraiment ça, ce qu'a été mon travail de député des Français de l'étranger, me battre pour les droits de chacun, à tout moment, partout, en Allemagne beaucoup, puisque c'est le pays dans lequel il y a de très loin le plus grand nombre de Français de la circonscription, mais jusqu'au pays le moins peuplé de la circonscription, qui est le Monténégro, et où je me suis aussi occupé de plusieurs compatriotes. Quels sont les grands thèmes des prochains 5 ans dans votre circonscription? Les grands thèmes pour moi, si je suis élu à un second mandat, c'est la poursuite du combat pour l'égalité des Français à l'étranger. Je pense en matière fiscale, par exemple, à la suppression de la cotisation sociale généralisée sur les revenus en France des Français à l'étranger, qui n'ont pas à la payer parce que c'est en Allemagne, parlant des Français de Stuttgart, qu'ils sont éligibles aux prestations sociales, et donc uniquement en Allemagne qu'ils doivent cotiser. Je peux prendre bien d'autres exemples. Par exemple, je pense en matière d'enseignement, la reconnaissance des filières bilingues qui existent. Ici à Stuttgart, c'est le Wagenburg Gymnasium, par exemple, qui m'importe beaucoup. Sur les quelques 650 élèves du Wagenburg, vous trouverez près de 300 Français, qu'ils puissent étudier en français et le français en plus de leur parcours allemand, afin d'arriver à la BIBAC et d'être ainsi éligible au meilleur cursus franco-allemand possible. Et j'essaie de promouvoir ce genre d'exemple dans l'ensemble de la circonscription, afin que les filières bilingues, telles que la BIBAC en Allemagne, puissent être des options alternatives au travail que l'on fait dans les lycées français, que par ailleurs je défends tout autant. Mais c'est permettre
aux enfants des familles françaises ou franco-allemandes, par exemple, de pouvoir trouver une solution de scolarisation qui ménage une dimension française et francophone dans des villes où il n'y a pas de lycée français aujourd'hui. Et avoir une couverture de l'Allemagne qui soit bien plus dense, avec beaucoup plus d'offres qu'une dizaine de lycées français seulement. Votre bilan en tant que député est impressionnant. Vous avez participé à plusieurs commissions. Vous étiez dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Oui, c'est vrai. Et vous avez souvent posé des questions au gouvernement. Et vous étiez le rapporteur de la loi portant sur la ratification de la COP 21. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est très bien. C'est vrai que ça donne l'idée d'un travail intense et pour le coup, c'est vrai, c'était un travail intense. Je dois être l'auteur d'une quinzaine de rapports parlementaires pour la Commission des Affaires étrangères, à l'exception de un que j'ai présenté devant la Commission des lois, qui était la ratification du régime matrimonial franco-allemand. J'ai beaucoup travaillé cette activité de réflexion prospective sur contrôle du gouvernement, regard sur la matière européenne et le climat, qui est mon gros sujet, puisque 2/3 à peu près de ma quinzaine de rapports portent sur le climat et l'environnement. J'ai aimé ce travail d'audition qui amène à solliciter toutes les opinions. Vous voyez, sur la ratification de la dernière modification à la convention fiscale franco-allemande, j'ai consulté en direct les Français d'Allemagne. Je leur ai envoyé le texte par mail, quasiment 60 000 adresses mail. J'ai eu une trentaine de retours, à peu près, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais chacune des personnes qui s'est adressée à moi en retour avec des commentaires a été écoutée et a eu un impact dans mon rapport. Et c'est comme ça, je crois aussi, que le Parlement doit évoluer. Il doit être complètement à l'écoute d'une circonscription et de la communauté nationale. J'ai voulu faire ça. Et si j'étais réélu, il est certain que je continuerais cet engagement pour la Commission des Affaires étrangères, où maintenant j'ai 4 ans d'expérience. Et l'un des moments, sinon peut-être le plus fort, bien sûr, pour moi, aura été de monter à la tribune de l'Assemblée nationale comme rapporteur de la ratification de l'accord de Paris sur le climat, qui est un texte qui nous engage pour des décennies, et d'avoir mon nom associé maintenant à ce travail, à côté de celui de Laurent Fabius, de Ségolène Royal, du président Hollande aussi, et de l'ensemble, bien sûr, de la communauté internationale, est pour moi une immense fierté, autant qu'une responsabilité que je me suis assigné comme rapporteur, comme parlementaire, et quelque part aussi comme père de famille. Je voudrais aussi parler sur votre travail comme député. Vous avez investi beaucoup de temps de travail et aussi vous avez préparé pendant 1 an et demi ce mandat, n'est-ce pas? Et sur votre site, on lit, je revendique ce droit, je vous cite, je revendique ce droit d'amendement, je revendique aussi de pouvoir passer tous les projets de loi au tamis d'une lecture exigeante pour débusquer les oublis, injustices ou violations du droit européen qui pourraient affecter négativement les Français de l'étranger. Pourriez-vous expliquer davantage votre, je dirais, éthique de député? C'est certainement une des questions les plus fortes. L'une des plus complexes aussi, parce que quand un projet de loi arrive sur le bureau d'un député, c'est en général un document qui fait quelques centaines de pages, qu'il faut pouvoir digérer, lire, comprendre, et dans lequel il faut savoir trouver ce qui ne s'y trouve pas. Lorsqu'un texte viole un droit, en général de manière subtile, il faut bien réfléchir pour trouver à la fois le souci et la solution. Les non-dits. Le non-dit. Et je vous donne un exemple qui est actuel, parce qu'il va concerner la prochaine législature. Le président Macron, dans sa campagne présidentielle, a indiqué qu'il souhaitait augmenter la cotisation sociale généralisée, la CSG, de 1,7%. La CSG rapporte à peu près 90 milliards d'euros à l'État par an, donc c'est une immense recette pour l'État et pour les comptes sociaux. Le président, face à la critique qui lui disait « si vous faites ça, vous allez enlever du pouvoir d'achat aux Français », a expliqué « mais je supprimerai la taxe d'habitation pour 80% des Français. Donc ce qu'ils donneront avec l'augmentation de la CSG, ils la récupéreront pour 80% d'entre eux à travers la disparition de la taxe d'habitation. » Ce que je dis ici, moi, c'est que les Français à l'étranger, aujourd'hui, en l'état actuel du droit français, continuent de se voir demander la cotisation sociale généralisée sur leurs revenus immobiliers en France. Par exemple, un Français de Stuttgart qui possède une petite habitation et qui la loue en France se voit prélever 15,5% de son revenu immobilier à travers la CSG. Et si elle augmente un petit peu,
sachant qu'il ne peut pas se refaire sur la taxe d'habitation, c'est une injustice cruelle pour les Français à l'étranger. Et c'est ça le tamis des intérêts des Français à l'étranger que j'exerce. Et à ce moment-là, je me battrai encore davantage pour la suppression de la CSG prélevée sur les Français à l'étranger en raison du droit européen de la sécurité sociale, et je reviens à ce que je vous disais un peu plus tôt, qui veut que l'on ne cotise à la sécurité sociale que dans le pays où on est éligible aux prestations sociales. Le Français de Stuttgart va être éligible aux prestations sociales à Stuttgart, pas en France. Donc on n'a pas à lui demander la CSG en France sur ses revenus français. Et si la CSG augmente en plus, mon combat sera redoublé d'intensité pour obtenir le respect du droit européen. Vous écrivez aussi sur votre site, vous êtes contre toute corporalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci de me poser cette question, parce que je m'aperçois que c'est un thème et une expression presque du microcosme politique. Caporalisation, ça veut dire caporal, c'est un terme militaire. En général, le caporal est un type qui crie beaucoup, qui n'est pas de la première intelligence et qui tente d'impressionner les gens pour qu'ils exécutent. La caporalisation dans la vie politique, et notamment dans la vie parlementaire, c'est quand il y a l'équivalent d'un caporal dans un groupe parlementaire qui impressionne tellement les députés que les députés n'osent plus s'assumer dans leur liberté. C'est un peu le Fraktionszwang allemand. Oui, ou le whip. Qui n'existe pas dans la Constitution, mais qui existe dans la vie réelle. Dans la vie réelle, et dans le droit parlementaire britannique, qui est certainement celui qui nous a le plus inspiré, il y a cette institution du whip, qui est la personne qui veille à ce que les membres d'un groupe parlementaire votent comme il faut. Mais je trouve, pour l'avoir vécu dans la majorité qui s'en va, dont j'étais, que se faire hurler dessus tous les mardis matins au sein du groupe socialiste, pour être sûr que l'on applique ce que le gouvernement veut, c'est infantiliser profondément les parlementaires et les priver de leur liberté qui est consacrée constitutionnellement et qu'ils doivent pouvoir exercer s'ils le souhaitent. Moi, je suis un parlementaire libre. J'ai des tas d'exemples au cours des 5 ans écoulés où j'ai assumé ma liberté, parfois en me mettant mal avec le gouvernement, quand j'ai défendu le maintien des classes bilingues contre la volonté de la ministre de l'Éducation nationale, et derrière ça, le maintien de l'apprentissage de l'allemand en France. J'ai été privé de questions au gouvernement pendant 1 an et demi. La conséquence de ma liberté, c'était ça. C'est une sorte de punition. Bien sûr, c'était une punition, et Pas inscrit dans les règles de l'Assemblée, n'est-ce pas? Absolument pas, ni même dans les règles du groupe socialiste. On n'a seulement pas mis sur la liste des personnes. Je demandais à poser des questions et j'observais qu'on ne les donnait plus. Et je sais pourquoi. Mais c'est pour ça, quand je dis caporalisation, c'est l'anti-vie parlementaire. Un groupe parlementaire, et notamment dans la majorité, doit vivre de ses différences. Un groupe parlementaire doit débattre de ces différences. C'est ça qui crée l'union et qui permet à une majorité de survivre 5 ans. Mais si on vous dit, du jour où vous arrivez à l'Assemblée, c'est comme ça et pas autrement, vous ne pouvez pas amender, vous ne pouvez pas débattre, vous ne pouvez pas avoir des opinions différentes, même pas divergentes, mais différentes, comment voulez-vous passer le premier budget? Dans une mandature, il y a 5 budgets, au moins. Mais si vous êtes à ce point caporalisé, à ce point tenu par la discipline interne, d'abord l'Assemblée devient une chambre d'enregistrement où on ne débat plus de rien, ce qui est navrant, et la Ve République déjà conduit un peu à ça, mais si en plus la pratique politique en rajoute dans le même sens, il n'y a plus de débat. Et puis surtout, on ne peut pas construire sur 5 ans en travaillant ainsi, on finit par suffoquer. On le connaît chez nous un peu, quand les fractions se rencontrent par nuit, pendant la nuit, ils débattent les questions et le Bundestag dit oui après, c'est un peu ça. Ça peut arriver, mais vous voyez, je vais vous donner un exemple, Monsieur Wittmann, peut-être ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Dans le dernier budget, c'était en novembre, la nuit, parce qu'on a cette mauvaise habitude au Parlement français de siéger bien après minuit, nous étions à peu près 30 députés dans l'hémicycle. Et nous débattions du point de savoir s'il fallait prélever une somme correspondante au RSI, le revenu social des indépendants, sur les revenus des gens qui louent une chambre de leur maison pendant les vacances, ce qu'on appelle Airbnb, pour être direct.
Et moi, je suis rentré dans l'hémicycle en ayant lu, mais pas étudié complètement dans la profondeur le texte dont il était question, et en me disant qu'en effet, s'il y avait concurrence par rapport aux hôteliers, c'était important que la concurrence soit rétablie dans son égalité. Et puis au bout de 2 heures de débat, j'ai changé d'avis, et c'est le débat qui m'a fait changer d'avis, parce que je trouvais que le gouvernement n'avait pas assez étudié l'effet de seuil. Si vous louez 2 chambres dans ma région en Bretagne, où la saison touristique dure 3 mois, en comparaison à quelqu'un qui loue 10 chambres au Cap d'Antibes, où la saison dure 9 mois, vous n'êtes pas dans la même ligue en tant que tel. Et donc j'ai voté l'amendement de l'opposition qui faisait sauter l'assujettissement. Et l'amendement est passé à 4 voix de majorité. Et je dois confesser, parce que le ministre était très en colère, être sorti de l'hémicycle par la sortie de secours pour ne pas le croiser à la sortie. C'est ça la liberté aussi. Vous proposez à vos électeurs un programme qui soutient explicitement le président Emmanuel Macron. Citons-en quelques-uns. Moralisation de la vie politique, amélioration du pouvoir d'achat, réforme du code du travail et la transition énergétique. Selon vous, devrait-on introduire davantage de morale dans la vie politique en France? Quelles seraient vos propositions? Oui, il faut certainement introduire beaucoup plus de dispositions poussant à la moralisation de la vie politique française. Et je le dis d'autant plus facilement que, marié à une Espagnole, je regarde les règles espagnoles et elles sont bien plus entraînantes et contraignantes que sont nos règles en France. Je prends un exemple. La publication du patrimoine des élus. C'est pas agréable à faire, parce qu'on a l'impression de se mettre tout nu au milieu de la rue, mais il est important, je crois, pour la confiance des citoyens, qu'ils aient accès à cette information s'ils le souhaitent. Et moi, je propose que nous soyons contraints par la loi de présenter notre patrimoine d'élus sur le site de l'Assemblée nationale. Et si j'étais réélu, avant même que la loi soit votée, je rendrais public mon patrimoine. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, ça peut être la limitation dans le temps du nombre de mandats exécutifs ou législatifs que l'on exerce. Je propose que ce soit limité à 2 fois 5 ans. Je crois que le gouvernement a en tête plutôt 3 fois 5 ans. Je serais susceptible d'aller jusqu'à un amendement là-dessus, en disant, après tout, il y a des leçons à tirer de la crise morale et politique en France. Il n'est pas certain que je gagne cet amendement, mais pour l'honneur, et peut-être même pour réussir, j'irai jusqu'à la tribune avec ça. Et en tout état de cause, pareil, que ce soit voté ou pas, je me l'appliquerai. C'est-à-dire que cette élection où je me présente pour un 2e mandat est pour moi la dernière élection, quoi qu'il arrive. Sur la vie politique, que peut-on peut-être suggérer de plus? L'interdiction pour un parti politique ou des candidats de se financer dans des banques hors de l'Union européenne. Bien sûr, je pense à Madame Le Pen et au financement dans les banques russes, mais je pense que si on veut garder le contrôle de notre vie politique, il faut pouvoir avoir la traçabilité du financement de la vie politique. Ça, c'est l'un des sujets sur la moralisation de la vie politique. Vous m'interrogiez aussi, je crois, sur l'augmentation des revenus. Il y avait ça dans votre question. Je le dis tout de suite, l'amélioration. Je voudrais vous demander, en disant que beaucoup de politiques promettent une hausse du pouvoir d'achat dès que les élections s'approchent. J'estime, pour vous, ce n'est pas une vaine parole. Non, ça n'est pas une vaine parole. Et je pense que l'augmentation du pouvoir d'achat pour la vie politique, elle peut être obtenue à travers l'outil fiscal. L'État n'est pas en position de donner de l'argent en tant que tel, parce que l'État n'est pas l'employeur, sauf lorsqu'il s'agit des fonctionnaires. Mais par contre, en modulant certains dispositifs fiscaux, je pense par exemple à la défiscalisation des heures supplémentaires, il est possible de rendre du pouvoir d'achat ou de donner du pouvoir d'achat aux personnes. Je pense peut-être aussi à certaines augmentations des minimums, des revenus, du matelas social qui permet à l'État de maintenir les gens à un niveau qui n'est pas la pauvreté. C'est important, je pense au minimum vieillesse en particulier, de pouvoir travailler, une augmentation du minimum vieillesse, parce que la France est malheureusement couverte de millions de personnes qui vivent avec des retraites trop petites et dont il s'agit de s'occuper. C'est là 2 exemples que je peux citer et en faveur desquels je me mobiliserais si j'étais réélu. Vous parlez aussi de la réforme du Code du travail, et le gouvernement sur son site écrit aujourd'hui la réforme du travail tout court. Ça semble être vraiment un très grand projet. Quelles seraient là vos priorités? C'est une réforme
prioritairement du Code du travail, quoi qu'on dise. Alors, elle porte sur beaucoup plus que le seul livre qu'est le Code du travail, mais ça part de là quand même. Moi, je suis prêt, parce que c'est une grosse réforme, hein, elle est très large, mais je vous donne un exemple, prêt à imaginer que nous puissions assouplir les règles à la fois d'embauche et aussi de débauche, permettant à des entreprises, à travers des accords d'entreprise, donc à la base même, en dérogation à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire l'accord de branche, et puis une dimension nationale qui est celle de la loi, permettant à ces entreprises de faire face à des moments difficiles. Et les moments difficiles dans la vie d'une entreprise, ça a été ma vie 20 ans, c'est quand le carnet de commandes est trop faible, ou à ce jour, si vous voulez le gérer, il faut licencier les gens, mais définitivement. Le passage vers un chômage partiel est malheureusement trop difficile à mettre en place pour que ce soit utilisé à chaque fois. Et donc je défends un assouplissement qui permettrait peut-être d'étaler le chômage partiel et une période de faible activité sans que les gens soient poussés à s'en aller par le cadre de la loi. De la même manière que dans une situation bien meilleure où le carnet de commandes est tout d'un coup trop important, qu'il y ait dans l'accord d'entreprise une situation qui permette aux gens de travailler davantage que les heures habituelles afin de pouvoir produire et donc permettre à l'entreprise de tenir ses objectifs. En retour de ça, et j'insiste sur le « en retour de ça », je souhaite que l'on puisse développer en France réellement un système de protection, non du travail ou de l'emploi lui-même, mais du travailleur. Et la protection du travailleur, c'est sur la longueur de vie professionnelle, par la formation initiale, mais davantage encore continue. Une vie professionnelle aujourd'hui dépasse 40 ans. L'évolution des technologies fait qu'on commence une vie professionnelle avec un métier et on achève une vie professionnelle avec un deuxième ou peut-être même un troisième métier auquel il faut se former. Et la création ou le complément, puisqu'on a déjà des choses dans notre arsenal juridique, de comptes de formation alimentés par l'employeur et éventuellement aussi par l'employé, permettrait de construire sur la longueur une forme de chance qui permettrait à des personnes de retrouver un job ou de se former à un nouveau job afin de ne pas connaître les vicissitudes d'une vie professionnelle liée à la vie de leur entreprise, par exemple, ou à l'évolution technologique de leur métier qui serait vite dépassée. Et je veux là-dedans, encore davantage, souligner le besoin pour la France d'introduire une immense réforme de la formation professionnelle qui soit profondément inspirée par la Duale Ausbildung allemande. Nous n'avons pas en France un match idéal entre l'offre et la demande de formation. Nous formons des jeunes et des gens en milieu de carrière à des métiers qui n'existent pas, n'existent plus ou n'existeront plus dans peu de temps, et nous n'avons pas une formation qui corresponde aux besoins des entreprises. Je défends profondément l'idée de la place de l'entreprise dans la formation et à l'école. Il faut rapprocher l'entreprise de l'école et l'école de l'entreprise. Il faut valoriser tout processus de formation et cesser d'imaginer que la seule voie unique est le mécanisme général qui envoie au bac. L'exemple allemand prouve qu'on peut démarrer une Duale Ausbildung, se construire une vie et ensuite la mener très loin dans les directions d'une entreprise. Et cette valorisation de la dimension notamment manuelle de la formation, il faut que nous la retrouvions en France. Pour moi, c'est essentiel. C'est la clé même à la fois de notre rebond français, comme c'est l'explication pour beaucoup de nos misères. Comme président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée, j'avais invité le patron de Bayer France à venir devant mes collègues députés. Et j'avais pour lui une question, une seule. Quel est le ratio de jeunes que vous prenez en Duale Ausbildung à Bayer en Allemagne et qui restent à Bayer après? 70%. 7 jeunes sur 10 qui passent par une Duale Ausbildung à Bayer restent à Bayer. En France, ce ratio est inférieur à 30%. Il faut que nous fassions grimper le ratio au niveau allemand. Et une bonne part de notre problème en France, c'est justement cet écart de 40 points. Pour terminer, parlons encore de la transition énergétique. Là-dessus, vous avez aussi des projets précis pour votre prochain mandat. Oui, j'en ai un, enfin plusieurs, mais je vais vous parler d'un en particulier qui est très personnel, qui n'émane d'aucune officine politique, plus d'un sentiment
à la fois de parlementaire après ces 5 ans, de rapporteur de l'accord de Paris et d'ancien industriel des énergies renouvelables, je souhaite que dans les appels d'offres, c'est-à-dire les marchés publics, il y ait une empreinte carbone maximale, permettant à la fois de faire du bien à la planète. Je pense que lorsque du matériel, des produits arrivent de l'autre côté de la planète par bateau, lorsque ces produits s'installent, et je pense notamment, par exemple, éoliennes, grandes centrales solaires, on a une telle empreinte carbone que ça prend des années pour que le matériel installé produise l'électricité qui était nécessaire à la fois à le fabriquer de l'autre côté de la planète et à la faire venir. Et je me dis aussi qu'une empreinte carbone maximale peut se plaider en droit européen et en droit du commerce international au regard de l'objectif de protection de la planète et du climat, afin de pouvoir relocaliser des emplois en Europe, c'est-à-dire des emplois au plus proche de l'installation. On a parlé des circuits courts. Moi, j'aime la notion de circuit court quand elle est conforme au droit du commerce international. Et je me fais fort à l'Assemblée nationale et dans la dimension européenne de prouver que c'est possible sans modifier les traités. Le règlement européen sur les marchés publics permet ce que je mets ici en avant, et j'essaierai de porter cette cause en lien avec Nicolas Hulot, dont la nomination au gouvernement m'a fait le plus grand plaisir. Nous touchons à la fin de cette interview, vers le dernier mot. À la télévision, lors des débats avec les candidats, quand l'émission touche à sa fin, les candidats s'adressent souvent encore une fois à leurs électeurs. C'est à vous maintenant. Merci. Merci. Mes chers compatriotes, je suis candidat à un second mandat à l'Assemblée nationale, candidat au second tour de l'élection qui aura lieu le 18 juin prochain. Je suis candidat pour vous défendre. J'ai été près de vous, à proximité, pendant 5 ans. Je le serai de nouveau pour vous protéger sur le service public, sur l'accès à l'école, sur les retraites. Vous pouvez compter sur moi. Un député défenseur des droits, c'est la valeur ajoutée de député des Français de l'étranger. J'y ai donné mon cœur, mon énergie, de 2012 à 2017. Je le ferai de 2017 à 2022 pour un deuxième et dernier mandat, si vous me faites confiance. Merci. Merci bien, monsieur le député. Merci.